les propos liminaires, je vais les articuler essentiellement autour de 2 points. Le premier, c'est ce qui est la nature des transformations. Et le second, ce sera plutôt les réflexions que ça amène de notre part en matière de régulation. Ce qui nous a fondamentalement conduit à écrire cet ouvrage, c'est l'intuition qu'il y avait un phénomène de forte ampleur, ce qu'on appelle maintenant la plateformisation, dont on voit une face émerger, qui est en particulier celle qui nous amène ici avec des représentants de plateformes de mobilité. Donc tous ceux qui ont été très présents aussi pendant le confinement, en particulier les livreurs et les chauffeurs, mais aussi une face très très immergée et encore largement invisible de la plateformisation, et en particulier liée aussi à tout ce qui va venir et est en train de se mettre en place du côté, en particulier des plateformes plus qualifiées d'intermédiation, non plus B2C, mais B2B. Ceci étant, notre principale investigation a porté plutôt sur effectivement ce phénomène de transformation lié notamment aux plateformes plus B2C. Et le constat que nous menons et que nous établissons est vraiment celui d'une accélération, y compris sur ces plateformes-là, par rapport à ce qu'on constatait ne serait-ce qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'on reste sur un champ effectivement étroit. On sait qu'on est autour de 100 000 travailleurs du côté des plateformes B2C, mais qu'on est là dans une accélération de cette transformation-là qui est très largement effectivement expliquée aussi dans les motivations de votre mission sénatoriale. Et donc, en gros, à l'heure actuelle, la question c'est plus quels sont les métiers qui pourraient être ubérisés, mais plutôt quels sont les métiers qui pourraient ne pas être ubérisés, si on peut caricaturer le propos. Le deuxième point, c'est évidemment la présence de l'algorithme, et que tout ça, mis ensemble, ça nous amène, et ça c'est notre conviction, à interpeller même ce qu'on entend par les frontières de l'entreprise. Indépendamment de ce qui se passe du côté de la plateformisation, ce qui se joue là, c'est une capacité d'aller au-delà de tout ce qu'on pouvait effectivement envisager en termes d'externalisation, de recours à la prestation de services. Et quand je parlais de la face immergée, cette face immergée, on la voit très très largement monter du côté de l'intermédiation, en particulier de tout ce qui sont des compétences en digital du côté d'un certain nombre d'entreprises. Donc on est dans une phase où on voit effectivement que peuvent maintenant être intermédiées par plateforme des fonctions qui sont non plus périphériques, mais aussi liées au cœur des métiers de l'entreprise. Et ça, c'est cette phase qui est nouvelle à laquelle on est confronté. Et le pendant du propos sur l'algorithme, c'est aussi de dire qu'il ne faut pas considérer que la question du management algorithmique est uniquement présente, évidemment, au sein des plateformes. La question du management algorithmique, elle concerne tout le monde, pas seulement les travailleurs de plateforme. Ça peut aller jusqu'à la gestion des carrières, on le sait. Et de fait, ça amène et ça entraîne des réponses qui sont évidemment bien au-delà de la seule approche par les plateformes. Mon deuxième propos, c'est celui sur la régulation. Notre approche que nous menons en commun est de considérer qu'il y a un problème majeur de rééquilibrage des relations contractuelles. On est face à des asymétries très fortes qui sont entraînées par ces nouvelles formes d'intermédiation. Et nous allons, dans notre raisonnement, jusqu'à appuyer l'idée qu'il faut même oser, et c'est très facile pour nous parce qu'on n'est pas juriste, repenser les frontières entre le droit du travail et le droit de la concurrence. Alors heureusement, on prend appui sur quelques juristes qu'on considère comme assez sérieux, comme notamment Valerio Di Stefano, qui a coordonné un numéro spécial dans le European Labour Law Journal, sur ces sujets-là. Et cette question-là, évidemment, elle appelle aussi des réponses qui sont inédites. Ceci étant, si on essaye un petit peu de s'appuyer sur les cadres de régulation qui sont à notre disposition, notre approche est de considérer qu'il y a un enjeu majeur du point de vue de la capacité à mettre en place des règles de concurrence équilibrées. Nous sommes intimement convaincus qu'il y a une réponse qui peut être apportée du point de vue de
la prise en compte de régulation sectorielle. C'est pour ça que nous poussons, dans nos propositions depuis le départ, pour que le dialogue social s'instaure au niveau sectoriel, qui est à ce jour le seul en capacité d'apporter des règles de concurrence équilibrées entre les acteurs. Mais cette question de la concurrence équilibrée, elle peut aussi, si on pousse quand même un petit peu le raisonnement plus loin, se penser aussi sur la capacité à permettre à des acteurs en capacité de bénéficier des effets de réseau, et donc à des plateformes alternatives d'émerger, ce qui nous amène à des outils qui sont différents de la régulation sectorielle. Le deuxième terrain de régulation, il est évidemment social. Notre constat à nous et notre approche est de considérer qu'il faut aussi oser dépasser l'approche statutaire et donc réfléchir à quelque chose qui relève plus d'une approche sur les statuts et le droit de l'actif. Et nous avons un certain nombre de propositions que nous portons. Ceci étant, ça n'exclut pas de considérer qu'on est bien, dans certains cas, dans des situations de dépendance avérée, comme notamment le rappelait très justement le rapport Frouin. Et notre principale arme, on va dire, en termes de régulation que nous proposons, nous, c'est celle du dialogue social et de tout ce qui permettra de mettre en œuvre un dialogue social équilibré, en particulier avec l'émergence de représentants légitimes, une brique à laquelle Mathias a largement contribué dans les derniers mois. Mais par ailleurs, on est parfaitement conscient aussi, et ça, je pense qu'un certain nombre d'interlocuteurs ici le sont aussi, que le dialogue social ne peut pas tout, qu'un certain nombre de régulations impératives sont nécessaires, et qu'en particulier, il y a tout un champ de réflexion à mener aussi du côté de la responsabilité employeur, donc on y reviendra en matière de santé et sécurité au travail, mais aussi en matière de responsabilité donneur d'ordre sous-traitant, ce qui fait aussi l'objet d'une proposition de loi par un sénateur qui, je crois, est présent dans cette salle. J'en ai terminé pour mon propos. Merci. Écoutez, les 7 minutes sont passées, ça passe excessivement vite, donc vous reprendrez la parole lors des échanges, bien entendu. Pardon, je n'avais pas mis le... Vous m'entendez bien, là ? Je remercie la présence de notre collègue Jacquin, qui est l'auteur de la proposition de loi. Et puis j'indiquais qu'on avait passé les 7 minutes de la première intervention, donc vous répartirez pour la suite. Je vais passer la parole maintenant aux représentants de Uber France. Donc, Madame Charpentier, peut-être. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Ce que je vous propose je vous remercie tout d'abord de nous permettre d'intervenir avec Lorraine Guardiola devant vous aujourd'hui. Je vous propose d'articuler mon propos liminaire autour de 3 axes. Très brièvement, rappeler qui Uber est, même si tout le monde a sa petite idée sur la question, mais surtout pour vous présenter aussi les différents profils des travailleurs qui utilisent nos 2 applications, Uber et Uber Eats. Deuxièmement, de vous partager les constats qu'on a pu faire de l'impact de la crise sanitaire sur ces travailleurs et nos activités. Et troisièmement, de conclure et d'ouvrir sur la vision qui est la nôtre, notamment à l'aune de l'ordonnance sur le dialogue social, qui va nous permettre d'arriver à un véritable dialogue social sectoriel sur ce sujet. Sur Uber, très rapidement, et malheureusement, il faut souvent continuer à la rappeler, Uber est une entreprise de technologie et bien évidemment est une application, enfin maintenant 2 applications d'intermédiation uniquement. Nous sommes implantés en France depuis maintenant un peu plus de 10 années et la France était le premier pays dans lequel Uber s'est implanté après les États-Unis. Au départ, Uber, c'était uniquement de l'intermédiation dans le monde des VTC, donc la mise en relation entre des chauffeurs désormais professionnels et des passagers. Et depuis 2016, nous avons également une activité de livraison à domicile. Et vous avez, c'est important de le noter, des profils parmi ces travailleurs extrêmement différents. Chauffeur VTC, une profession extrêmement réglementée et donc souvent des chauffeurs qui exercent cette activité à temps plein, avec des examens et donc des coûts en termes d'investissement à l'entrée qui sont relativement élevés. Et d'autre part, les livreurs qui, pour eux, la livraison à domicile a vocation à être une livraison, à être une activité
partielle, par nature. Pourquoi ? Parce qu'elle est non seulement saisonnière, mais également pendulaire. Et donc, de fait, on a des profils de travailleurs très différents, beaucoup d'étudiants, beaucoup de salariés qui utilisent cette activité comme un moyen de parvenir à des revenus accessoires, et bien évidemment des travailleurs beaucoup plus jeunes, avec une moyenne d'âge de 25 ans. Sur les constats que nous avons pu tirer au cours de la crise sanitaire, alors nous ne sommes pas forcément les seuls à les faire, mais peut-être autour de 2 points, les constats sur vraiment le travail des plateformes et les constats plus largement sur le travail indépendant. Sur le travail de plateforme, je pense principalement à l'essor de la livraison que vous avez mentionné, Monsieur le Président. Et là-dessus, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au cours de la crise sanitaire, ce mode de travail, du fait de la flexibilité qu'il offre et des très faibles barrières à l'entrée, a permis à un certain nombre de personnes d'accéder à des revenus non négligeables et surtout à certaines personnes qui n'avaient accès à aucune autre source potentielle de revenus, voire même n'étaient pas éligibles aux aides gouvernementales pendant cette période, mais parfois même au-delà de cette période. Et donc, ça a été véritablement une opportunité pour ces travailleurs qui ont pu générer des revenus. Et ce dont on s'aperçoit en interrogeant les livreurs, c'est que malgré le contexte sanitaire compliqué, 78% d'entre eux nous ont indiqué être satisfaits de leur expérience pendant une partie de la crise. Et cela ressort d'une consultation annuelle que nous avons réalisée auprès d'eux. Sur le travail des indépendants, plus largement, ce dont on s'aperçoit, c'est que bien évidemment, on est toujours face à un déficit de protection sociale pour ces travailleurs. Et donc, ce que Uber a mis en place pendant la crise pour les accompagner, et non sans prendre des risques juridiques sur ces points, c'est que nous avons fourni des équipements de protection individuelle gratuitement, ou bien remboursé le coût de ces équipements. Et nous avons également mis en place une compensation financière pour les travailleurs en cas de diagnostic positif au Covid ou de confinement imposé, enfin de quarantaine imposée. Et bien évidemment, cela venait en complément des aides gouvernementales et du fonds de solidarité dont beaucoup de travailleurs utilisant nos applications ont également pu bénéficier. Et ce qui nous semble être le constat et la conclusion que nous faisons, c'est que finalement cette crise, elle doit accélérer la mise en place des nouvelles mesures en matière de protection sociale pour les indépendants, d'une part avec une première pierre très importante à l'édifice qui a été faite par l'ordonnance sur le dialogue social. Et ça, c'est particulièrement important parce que ça va permettre à horizon 2023 d'avoir de véritables accords sectoriels qui vont permettre d'avoir des minima sociaux d'une certaine manière sur des sujets aussi variés que les revenus, la formation professionnelle, la prévention des risques professionnels. Et d'autre part, sur la protection sociale, puisque vous savez que la protection sociale va faire l'objet de textes différents, puisque les représentants des travailleurs des plateformes ont fait part à M. Bruno Mettling, dans le cadre de sa mission, du fait qu'il voulait véritablement avoir quelque chose, un texte différent hors dialogue social. Et j'en terminerai très rapidement sur la vision qui est la nôtre. La vision que nous portons et que nous avons toujours portée, c'est véritablement de pouvoir concilier indépendance et flexibilité et meilleure protection sociale via notamment le dialogue social. Indépendance et flexibilité, pourquoi ? Parce qu'ils nous le disent et ils nous le répètent, les chauffeurs font ce métier à 89% pour être leur propre patron. Et les indépendants le disent également dans un sondage Odoxa de février 2021. 85% des indépendants choisissent délibérément ce statut pour exercer leur activité de manière indépendante. Et donc on considère que les premiers travaux qui ont été faits sur la protection sociale, la loi El Khomri ou la loi des mobilités, sont certes des avancées, mais ne sont pas encore suffisants pour assurer une protection sociale équivalente. Et je n'entrerai pas dans les détails, mais vous avez dans ce sondage Odoxa d'importants chiffres qui permettent de mettre en exergue les disparités entre salaires
salariés et indépendants à revenus équivalents. Et dans tous les cas, j'aimerais conclure sur un point, c'est que adresser le dialogue social, adresser la protection sociale, il faut ajouter à cela une nécessaire et meilleure prévisibilité juridique. Vous l'avez dit aujourd'hui, on a des décisions de justice qui, parfois, de même juridiction, sur des versions d'application identiques, partent dans des sens complètement opposés. Et c'est pour ça qu'il nous paraît extrêmement important de pouvoir, à tout le moins, clarifier les frontières entre indépendants et salariés. Et nous avons des exemples à travers, par exemple, une décision de la Cour européenne sur une plateforme Miodel. Je vais passer la parole au ministre Hervé Novelli, qui intervient ce matin en tant que président de l'Association des plateformes d'indépendants. Et je lui laisse la parole en le saluant à l'occasion. Merci, Monsieur le Président. Et je vous renvoie votre salut entre Tourangeau, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, avec plaisir. Alors, je voudrais bien sûr décrire en quelques mots ce qu'est l'Association des plateformes d'indépendants, qui s'est créée en novembre 2019, donc une jeune association qui aujourd'hui, si l'on intègre les deux associations professionnelles qui nous ont rejoints dans un partenariat, c'est-à-dire la Fédération des auto-écoles en ligne et la Fédération des transports publics, qui travaillent donc dans la branche des VTC, eh bien, c'est aujourd'hui plus de 30 plateformes qui sont adhérentes à notre association, dont Uber, bien sûr, mais beaucoup d'autres, des grandes, des moyennes et des petites. Et pourquoi je prends ce temps pour vous dire cela? C'est pour exprimer l'ampleur du phénomène sur lequel chacun s'est exprimé avant moi, mais qui est important. Madame Chani a parlé de plateformisation, elle a parfaitement raison, et ma conviction est qu'on est au début de cette plateformisation de l'économie et qu'il faut bien sûr veiller à cela pour poser un cadre de régulation qui convienne à tous. Je voudrais d'abord faire une observation liminaire pour donner l'ampleur du phénomène du rebond du travail indépendant dans notre pays. C'est très important de le noter, ça n'est pas marginal. Et donc le travail indépendant qui semblait se réduire peu à peu devant le fait salarial, depuis 10 ans connaît plus de 10 ans un spectaculaire rebond. En France, bien sûr, mais partout ailleurs, et c'est essentiellement lié à ce qu'on appelle la révolution numérique et la capacité que cette révolution a de pouvoir mettre en face d'une demande précise, une offre précise, beaucoup plus facilement par le biais des applications. Un chiffre qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, on estime que le nombre des indépendants, tout confondu, j'ai écouté le président Babary nous donner ces chiffres lors d'une précédente audition. On peut estimer qu'il y a entre 3,5 millions et 4 millions d'indépendants au sens large, recouvrant toutes les formes de travail indépendant, commerçants, artisans, professions libérales, micro-entrepreneurs, le nouveau nom de l'auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, sur ces 3,5 millions, eh bien, il y en a plus de la moitié qui aujourd'hui sont représentés par ce qu'on appelle les micro-entrepreneurs. Le nouveau nom de ces auto-entrepreneurs, c'est dire que les choses évoluent, et c'est aussi dire combien on a besoin de s'intéresser à cela, et on ne réduira pas ce phénomène à quelque chose de très marginal. Ma conviction est que ce rebond, entre guillemets, du travail indépendant est durable et va connaître un essor, non pas du fait de la volonté des gens, mais tout simplement du fait de la révolution technologique. Alors la création de l'API aujourd'hui, est représentée dans les 3 secteurs qui structurent ce monde des plateformes. Le secteur, bien sûr, de la mobilité, avec les livraisons et les VTC.
mais aussi les plateformes dites de service à la personne et les plateformes dites de service aux entreprises dont on a parlé tout à l'heure. L'API s'est créée autour d'une charte, et j'y insiste parce qu'il faut se défier de telle ou telle caricature qui est facilement véhiculée. La charte de l'API contient, dès sa fondation en novembre 2019, donc bien avant la mission Frein ou la mission Metling, un certain nombre de directions, notamment l'amélioration de la protection sociale des travailleurs passant par les plateformes pour trouver des clients, l'amélioration de leur formation, la nécessité de les doter d'un revenu suffisamment attractif, mais aussi la nécessité, et j'en viens au cœur de la problématique qui nous réunit, la nécessité de les doter d'un cadre juridique sécurisé. Et pour nous, là, les choses sont claires. Il y a d'un côté les salariés, dont on a parlé tout à l'heure, avec le lien de subordination qui les caractérise, encore que ce lien de subordination évolue lui aussi. Notamment, on a pu le constater à la faveur de la pandémie et du développement du télétravail, mais aussi au-delà de ce développement, il y a bien sûr beaucoup d'autres facteurs. 3 points maintenant pour terminer, pour ne pas abuser. Sur la mission Frein, cette mission n'a pas satisfait les plateformes parce qu'elle d'abord elle s'est livrée à un redoutable travail, c'est sûr, et il faut le saluer, mais la solution préconisée de portage salarial qui n'est pas utilisée nulle part n'était pas pour nous quelque chose d'opérationnel. Quant à la mission Metling, qui a consisté à proposer une écriture de l'ordonnance dont on a parlé, eh bien aujourd'hui cette ordonnance, elle suscite beaucoup d'attentes et surtout elle laisse de côté la représentation des plateformes elles-mêmes. L'autorité de régulation qui a été créée par cette ordonnance, eh bien, il reste à ce qu'elle se mette à fonctionner. Et là, nous sommes attentifs au coût qui sera supporté par les plateformes, puisque une taxe a été créée par cette ordonnance, enfin sera créée dans le cadre d'une loi de finances à venir. Et donc, tout ça sont des points d'inquiétude. Et nous saluons, je salue en tant que président de l'API, le fait que le Sénat, dans sa grande sagesse, se saisisse de cela pour apporter, et je conclus, la régulation dont ce secteur a besoin, mais il n'a surtout pas besoin de contraintes excessives qui nuiraient à la fois au développement de cet écosystème fragile et aussi aux indépendants qui aujourd'hui rejoignent ces plateformes pour avoir une clientèle améliorée. Je vous donne la parole, Madame Guardiola, si vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur continuer. le Président. Et merci pour cette question, Madame la rapporteure. Alors, en effet, sur les questions de protection sociale, Uber et le secteur ont été actifs depuis 2016, puisque avant même la mise en œuvre de la loi El Khomri, Uber avait passé un partenariat avec l'assureur AXA pour donner des droits en matière de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à ces travailleurs. Et la loi El Khomri est venue en fait renforcer cette initiative par une obligation. Les plateformes ont désormais l'obligation de proposer une protection dite ATMP ou de rembourser les frais ATMP de ces travailleurs. Donc c'est entièrement à la charge des plateformes. Uber est venu compléter, on pourrait parler d'initiatives un peu supralégales, puisque en dehors des courses qui sont réalisées avec Uber, les chauffeurs et les livreurs sont également protégés contre ces risques. Et nous avons également ajouté une prime de parentalité pour les chauffeurs et les livreurs. À ça s'ajoutent également des éléments de formation, parce que vous l'avez dit, c'est extrêmement important. Nous proposons des contenus de
formation, des contenus de certification, de compétences, mais aussi des accompagnements dans les projets de reconversion. À titre d'exemple, 40% des livreurs nous disaient en 2020 qu'ils avaient un projet professionnel autre, mais qu'ils avaient besoin d'accompagnement pour définir, concrétiser ce projet. Et donc, nous avons fait des partenariats avec des tierces parties pour leur apporter ce soutien. Sur la question, en effet, du financement du CPF, c'est évidemment très important et la loi d'orientation des mobilités est venue légiférer en obligeant les plateformes à financer le CPF des travailleurs. Les décrets de mise en œuvre sont en cours de publication. Et je pense que sur votre question liée aux accords, oui, nous l'espérons, le dialogue sectoriel qui sera mis en place dans les mois à venir doit permettre de trouver des accords avec les travailleurs, avec les représentants légitimes de ces travailleurs sur les questions de prévention, sur les questions de santé au travail. C'était d'ailleurs une des conclusions du rapport de la task force dont M. Dufour faisait partie. Mais, comme nous l'avons dit en introduction, les représentants de ces travailleurs ont souhaité que la question de la protection sociale ne soit pas à la main du dialogue social. Et ce que nous comprenons très bien. Et donc maintenant, il nous faut trouver un vecteur, il nous faut trouver l'approche sur cette question du renforcement de la protection sociale pour ces travailleurs dans les mois à venir. Et à ce titre, on pourrait imaginer que le plan indépendant préparé par le ministre Grisé et dont M. le Président faisait allusion dans son introduction pourrait être un vecteur intéressant pour contenir un renforcement de cette protection sociale. Et puis je finirai par la question de la portabilité des données personnelles. En effet, c'est une question extrêmement importante. Sachez que la LOM prévoit que les travailleurs peuvent demander à tout moment aux plateformes une production de toutes les données personnelles que nous avons pu avoir sur ce travailleur et qui forment une sorte de CV qui est transférable, partageable avec une tierce partie pour le travailleur, par exemple un employeur potentiel. Merci Martine Berthet de cette question. Donc, bonne journée avec le ministre. Je me tourne vers Fabien Gay. Est-ce qu'il est en ligne, Fabien? Bien sûr. Bonjour, vous Fabien. M'entendez? Oui, je te donne la parole. Bonjour Martine et Michel, et merci beaucoup à nos intervenantes et intervenants. Alors j'ai bien entendu le président qui a dit pas de discours, je sais que c'est pour moi, donc je vais faire très court. On a auditionné M. Froin lundi, c'était très intéressant. Et il a été assez honnête, je dois le dire. Il a dit, j'ai fait ça, j'ai fait ce rapport, dans un moment complexe, y compris parce qu'il y a des juridictions qui sont intervenues, il y a eu des arrêts. D'ailleurs, que quelques intervenants nient un peu. D'ailleurs, la loi, elle dit par exemple, elle a reconnu, la Cour de cassation, que ces travailleurs et ces travailleuses n'étaient pas des indépendants. Vous voyez, parce qu'il faut qu'on acte des choses. Et elle requalifie un certain nombre de choses, et pas qu'en France, en contrat de travail. Donc, il ne faut pas qu'on nie quand même ce qui vient de se produire et qui va continuer à se produire. Mais il l'a reconnu lui-même. Ce n'est pas satisfaisant pour ces travailleurs et ces travailleuses qui veulent plus de protection sociale et une autre rémunération, une meilleure rémunération, et puis pas satisfaisant pour les plateformes de travail, qui, elles, veulent sauvegarder un business et un modèle économique. Et d'ailleurs, la question que nous nous posons, c'est comment sauvegarder ce modèle économique et qu'on offre à ces salariés une meilleure protection sociale et un salaire. C'est ça la question. D'ailleurs, moi, je crois quand même, je vous le dis, que quand on parle business économique, business model, je pense qu'il y a une petite question autour de l'imposition quand même. Hein. Parce que nous sommes des législateurs. Et une grande multinationale, une transnationale comme Uber, il y a quand même une petite question d'impôt. Qu'elle paye peu ou pas. C'est moins de 2 millions par an. Grâce à une optimisation fiscale en passant par des paradis fiscaux, que sont le Pays-Bas, les Delaware
et d'autres, les Bermudes. Bon, donc moi j'ai une question, vous voyez, je ne fais pas long. Je crois qu'on a un détournement des mots pour en réalité sauvegarder ce business économique de ces grandes transnationales. Par exemple, ce ne sont pas des indépendants, mais des autonomes. D'ailleurs, M. Freund le dit, ils ne choisissent pas eux-mêmes le statut d'auto-entrepreneur. S'ils veulent travailler avec une plateforme, je cite Uber parce qu'ils sont là aujourd'hui, mais ce n'est pas eux en tant que tels, qu'on s'entende bien. S'ils veulent travailler avec Uber, ils sont obligés de prendre le statut d'auto-entrepreneur. Statut d'auto-entrepreneur d'ailleurs, qui est un peu détourné. On ne parle d'ailleurs plus d'emploi, on parle d'activité. Et on ne parle plus salaire, on parle revenu. Pourtant, si on considère que les indépendants, pourquoi moi je dis par exemple que ce sont des salariés? Parce que si on est indépendant, et c'est sur ça que je voudrais vous entendre, on doit choisir sa clientèle, on doit choisir le prix qu'on fait pour exécuter sa tâche, et on doit choisir aussi, en réalité, quand on veut travailler, etc. Mais surtout, pourquoi vous êtes une plateforme de travail? C'est qu'il y a un lien de subordination pour deux choses. La première, c'est que vous pouvez connecter ou déconnecter quand vous le souhaitez ces travailleurs et ces travailleuses, notamment à travers la notation. Et puis, il y a la question algorithmique. Et si ce sont tellement des indépendants, ils devraient pouvoir avoir accès à cet algorithme qui n'est pas un ordinateur, mais qui est bien fait par des hommes et par des femmes qui détiennent le pouvoir et qui sont aujourd'hui ces grandes plateformes. Donc, voilà, j'aimerais vous entendre sur cette question parce qu'il y a un détournement des mots entre indépendance et autonomie. Et moi, je pense que ces travailleurs et ces travailleuses, ils veulent de l'autonomie. Mais s'ils voulaient être indépendants, il faudrait qu'ils puissent avoir accès à l'algorithme, choisir leurs clients et choisir la rémunération à laquelle ils se payent pour pouvoir effectuer leurs tâches, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir été assez court, Monsieur le Président. Merci Fabien, très bien. Et les questions sont très précises. Alors je vais demander peut-être à Hervé Novelli de réagir sur la description des indépendants et leurs attentes, et puis ensuite peut-être Madame Gomez sur l'aspect juridique qui a été évoqué. Enfin, évidemment, Hubert qui pourra prendre la parole puisque interpellé par notre collègue tout à l'heure. Donc, Hervé Novelli sur ces sujets généraux. Oui, merci. C'est effectivement, là, on vient au cœur du sujet. Au cœur du sujet qui est le suivant. Le droit du travail, contrairement à ce qui parfois est dit, est un droit du travail qui est salarial. J'ai eu une discussion il y a 2 jours avec une directrice de la Direction générale du travail qui a employé ce mot. C'est vrai que ces indépendants qui sont intervenus avec la révolution numérique, le droit du travail, ne les aborde qu'à travers une requalification liée à un lien de subordination. Et on voit bien combien il manque aujourd'hui dans notre droit une définition claire et précise de ce qu'est l'indépendant. Et moi je n'ai rien à dire ni à redire par rapport à ce qu'a dit Monsieur Gay. Il y a besoin de définir l'indépendant dans sa capacité de refuser ou pas une tâche, de pouvoir choisir quand il veut travailler ou pas, bref, ce qui définit un indépendant. Et l'indépendant n'est pas défini aujourd'hui dans le droit, il n'est défini que comme un non-salarié susceptible à terme d'être requalifié. On voit bien toute l'empreinte salariale et c'est bien naturel que porte le Code du travail. Nous avons besoin d'une définition claire et précise à la lumière des jurisprudences, y compris de celle de la Cour de cassation, enfin de l'arrêt de la Cour de cassation dont on a parlé,
nous avons besoin de pouvoir définir réellement ce qu'est un indépendant aujourd'hui, au XXIe siècle, et aussi quelles sont les règles qui doivent lui être appliquées. Bref, on voit que le Code du travail d'aujourd'hui doit être complété par un Code du travail des indépendants qui reste à écrire, mais si déjà dans le plan de M. Griset, il y avait cette définition de l'indépendant, on aurait fait un grand pas et on aurait ainsi tracé une frontière qui ne sera jamais étanche. Il ne faut pas se leurrer et le droit est là pour requalifier éventuellement, pour sanctionner un faux indépendant, mais la frontière qu'il nous faut établir aujourd'hui reste à écrire et je l'appelle de mes voeux et l'API, notre association, en a fait un élément clé de ces propositions, la création en droit positif de la définition d'un indépendant. Merci. Madame Alors, je voulais juste rajouter un léger mot sur la protection sociale, parce que je ne voudrais pas passer sous silence, et je rejoins largement ce qui a été dit par Hubert, ce qui n'est pas forcément étonnant, compte tenu qu'ils sont adhérents à notre association. Pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est naturel, il est légitime que les plateformes, et il est aussi légal aujourd'hui que les plateformes puissent doter les travailleurs indépendants qui passent par elles de mécanismes visant à financer les éventuels accidents du travail ou maladies professionnelles. Ça nous semble tout naturel. Comme il nous semble aujourd'hui naturel, à la faveur de la pandémie, de considérer que en termes de perte de revenus, perte de clientèle totale ou ultra majoritaire, que l'État, qui a commencé de le faire mais de manière très marginale, puisse se préoccuper d'un revenu de substitution en cas de perte d'activité, dont on voit bien qu'il sera ou serait très utile. Et il a été pris en compte par le Fonds de solidarité, mais de manière très structurelle aujourd'hui, réfléchir à un revenu pour perte d'activité pour le travailleur indépendant me semble quelque chose à l'ordre du jour. Merci. Madame Gomez, si vous m'entendez, je vous donne la parole pour développer ces sujets, l'aspect juridique peut-être des choses. Merci beaucoup. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais rebondir sur ce que disait M. Novelli. On aura une continuité dans le propos. Effectivement, il faut réfléchir très rapidement avec de la situation, la situation commande pour les travailleurs des plateformes qui, je dois le rappeler, sont parmi les plus précaires, les livreurs en particulier. On assiste vraiment à une hyper-paupérisation de cette catégorie de travailleurs. Donc, il y a une urgence sociale et économique à laquelle il faut répondre. La question, c'est effectivement qui va y répondre. Est-ce que c'est à l'État de financer les conséquences d'une perte d'activité, d'un accident, etc. Ou est-ce que c'est, comme c'est le cas en protection sociale et en sécurité sociale plus particulièrement, est-ce que c'est plutôt une contribution patronale qu'il faudrait imaginer? Et du coup, j'en reviens un petit peu aux fondamentaux, entre guillemets, si vous me permettez d'utiliser cette expression-là. Le droit du travail et le droit de la protection sociale existent parce que, ça fait 100 ans qu'on élabore des dispositifs pour protéger la relation salariale qui sont efficaces et éprouvés, encore une fois. Pourquoi essayer de réinventer en permanence des dispositifs qui vont s'y rapprocher sans pourtant avoir la même efficacité et la même facilité d'utilisation, alors qu'on peut justement tout simplement prendre ce qui existe déjà et au besoin adapter à la réalité de la pratique. Et j'en reviendrai du coup à 2 points. Le premier point, donc sur la protection sociale en particulier, effectivement, les travailleurs des plateformes, comme les statuts d'indépendants leur est imposé, ils ne bénéficiaient pas dans le travail du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de nature assurantielle.
c'est-à-dire que si vous avez un accident, par exemple, et que votre jambe est cassée pendant 5 mois parce que vous étiez à vélo, que vous avez fait une livraison et qu'il y a une voiture qui vous a percuté, vous allez avoir un montant, en l'occurrence, les derniers montants que j'ai en tête, mais ce ne sont plus ceux-là peut-être, pour un tibia, c'était entre 1 500 et 1 600 €, alors que vous avez 5 à 6 mois d'arrêt. Donc 5 à 6 mois d'arrêt et toucher 1 500 €, c'est pas la même chose que être compensé par le régime de protection sociale pour la perte, la capacité de travail durant ces 5 mois ou ces 6 mois. Donc on n'est vraiment pas sur les mêmes logiques, et je parle même pas de la nature philosophique de la contribution sociale et la nature financière par ailleurs, ce qui est aussi un autre sujet d'importance. Mais voilà, on pourrait passer presque 1 heure sur les raisons pour lesquelles il faudrait revenir sur un mécanisme de protection sociale et de sécurité sociale, même plus fondamental, plus basique, plutôt que passer sur des mécanismes assurantiels qui sont très compliqués par ailleurs à mobiliser pour les travailleurs. Et Monsieur Novelli disait, on a un droit du travail qui s'est concentré sur la qualité de salarié, parce qu'on a dû définir ce que c'était que le salarié pour savoir à qui on allait appliquer justement le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Et on n'a pas de définition vraiment législative du travailleur indépendant. Très bien. Au Royaume-Uni, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une définition de l'indépendant, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celle ou celui qui finalement est maître de son destin économique. C'est la personne qui va choisir ses clients, de laisser les conditions de travail, de rémunération, ses tarifs, etc. Et donc, cette vraie liberté, cette existence propre sur le marché définit la qualité d'entrepreneur. Et effectivement, on pourrait s'inspirer de cette définition-là pour se rendre compte aussi que les travailleurs des plateformes, celles de plateformes de travail que j'ai définies tout à l'heure, ne peuvent pas être des entrepreneurs. Et c'est la raison pour laquelle il y a des requalifications actuellement concernant les chauffeurs VTC en particulier. Les juges anglais se sont basés sur la définition d'entrepreneur et se sont dit, voilà, il est impossible dans ces conditions qu'un chauffeur VTC de Uber en l'occurrence puisse être considéré comme un entrepreneur. Donc pourquoi pas effectivement réfléchir, même si la doctrine commence de plus en plus à dégager de plus en plus des définitions. Il existe en Espagne, je crois que c'était en 2007, il y a eu une initiative pour réfléchir à un statut du travailleur indépendant. Et dans ce statut du travailleur indépendant, d'ailleurs, il y avait une partie spécifique pour les travailleurs indépendants et économiquement dépendants. On a fait une sorte de compilation de tous les droits qu'avaient les indépendants, et on avait même donc inventé des dispositions spécifiques pour les personnes en situation de dépendance économique. Pour autant, ça n'a pas empêché l'Espagne d'annoncer, Yolanda Díaz en particulier, la ministre du Travail, d'annoncer qu'en dépit de ces définitions, parce que les travailleurs des plateformes, et en l'occurrence, là, il s'agissait des livreurs, ne peuvent pas être des indépendants, Yolanda Díaz a annoncé la création d'une loi spécifique qui va requalifier une présomption de salariat, ce qui est proposé par de nombreux sénateurs d'ailleurs, me semble-t-il, pas assez de nombreux sénateurs sans doute, mais en tout cas une certaine partie de sénateurs proposent justement des mécanismes de présomption ou d'assimilation des travailleurs des plateformes à des salariés, parce que c'est le plus simple. On va appliquer la législation sociale, et puis ensuite, s'il faut adapter, on se servira à la négociation collective. Donc c'est le chemin qui est emprunté en Espagne. C'est à mon sens ce qui est le chemin le plus simple, le plus évident, le plus sécurisant, à la fois pour les plateformes qui vont savoir exactement quel droit appliquer, comment l'appliquer, qui pourront démarrer aussi des négociations dans le cadre de la négociation collective, et c'est aussi plus simple pour les travailleurs qui, eux aussi, sauront où ils en sont et quels sont leurs droits, et je pense que c'est fondamental. Et je voudrais juste terminer sur une chose, je pense qu'il faut faire attention à ne pas dévoyer ce que c'est qu'un travailleur indépendant. C'est-à-dire que un travailleur indépendant, c'est vraiment décider de mener une activité avec tous les risques que ça comprend, mais aussi d'en dégager les profits éventuels. Et je pense qu'à vouloir faire entrer de force des travailleurs des plateformes qui pourraient très bien vouloir être indépendants, mais qui de fait ne le sont pas, revendiquent du coup une autonomie dans le cadre du statut salarial, vouloir les faire entrer de force dans le statut d'indépendant, c'est dévoyer ce que c'est que le travailleur indépendant et l'entrepreneuriat. Merci. J'ai deux annonces. La première concerne une intervention supplémentaire de notre collègue Fabien Gay qui voulait
une question subsidiaire, et puis aussi indiquer que Hervé Novelli doit nous quitter pour d'autres obligations. Donc je le salue et je donne tout de suite la parole à Fabien Gay avant de continuer notre tour de table. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous ai dit 15 secondes. Juste, puisque je sais que c'est Hubert qui va répondre, comment offrir une protection sociale si on ne requalifie pas ces travailleurs et ces travailleuses en salariés qui toucheront donc un salaire avec des cotisations qui ouvrent des droits, cotisations salariales et patronales, qui ouvrent des droits à la protection sociale et donc couvrent l'ensemble des risques, chômage, accident du travail, retraite, etc. Sinon, on n'offre pas une protection sociale s'il n'y a pas de salaire. Et si on reste dans le revenu, c'est donc qu'on va vers un système assurantiel, mais ce n'est pas la même chose, et c'est encore dévoyer les mots. Ça ne sera donc pas une protection sociale, mais un régime assurantiel. Mais si Uber souhaite continuer à avoir des auto-entrepreneurs, comment ils pensent pouvoir offrir une protection sociale sans salaire? Voilà, je vous remercie. Merci. Peut-être Madame Charpentier qui voulait répondre. Merci, Monsieur le Président. À la première partie de la question, et c'est pas parce qu'une solution semble simple et évidente que c'est forcément la meilleure. Et notamment parce que c'est simplement continuer à vouloir imposer le salariat à des indépendants qui nous disent et qui nous répètent qu'ils veulent rester indépendants. Sur le volet purement juridique, personne, et Uber certainement pas, ne nie l'existence de cet arrêt de la Cour de cassation, mais le constat que nous faisons, c'est que malheureusement, cet arrêt n'a rien résolu puisqu'il n'est pas suivi par les juges du fond, et la résistance est forte puisque la majorité des décisions qui ont été rendues postérieurement à cette décision en mars 2020 vont dans le sens d'un refus de requalifier les travailleurs en salariat. Et vous avez principalement la Cour d'appel de Lyon et la Cour d'appel de Paris qui ont rendu des arrêts extrêmement bien motivés, sachant que ça allait faire l'objet à nouveau d'un débat devant la Chambre sociale. Il faut aussi rappeler, et le doyen Huglot l'a parfaitement indiqué dans son commentaire d'arrêt, il a reconnu que c'était un arrêt peut-être bien plus politique que juridique. Pourquoi ? Parce qu'à ce jour, comme il y a une simple solution binaire, salariat ou indépendant, et qu'il n'y a pas de voie intermédiaire, ils se sont sentis forcés d'aller vers la voie du salariat pour deux raisons, et ils le disent: faire bouger et avancer plus rapidement le gouvernement sur ces questions-là, et envoyer un signal d'alarme aussi aux plateformes, et nous l'avons entendu, sur le fait que certaines pratiques devaient changer. Nous ne sommes pas restés sourds à cet appel, puisque nous avons, dès réception de l'arrêt, continué à renforcer des travaux qu'on avait déjà mis en place pour véritablement améliorer l'indépendance de ces travailleurs. Et pour vous donner des exemples, alors il y a eu un point qui a été traité par la LOM, c'est notamment toute la question des informations dont dispose le travailleur en amont de la proposition de course ou de la proposition de livraison. Maintenant, et grâce en partie à la LOM, et nous sommes aussi allés au-delà de la LOM, livreurs et chauffeurs ont toutes les informations nécessaires pour accepter et refuser. Quand je dis informations nécessaires, c'est le prix de la course, c'est la destination et c'est la durée de cette course, sans que, je le répète, un refus de ces courses n'entraîne une quelconque désactivation, comme on a pu l'entendre, puisque la LOM, à nouveau, rappelle que les plateformes doivent assurer et confirmer qu'il n'y aura aucune sanction pour ces travailleurs lorsqu'ils refusent des propositions sur ce point. Deuxième élément que je voudrais noter, c'est sur le fait que
Nous continuons, on entend parfaitement la problématique du prix comme une revendication qui revient de manière récurrente. Nous avons régulièrement des concertations avec les représentants des chauffeurs et les chauffeurs en direct. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas des représentants au sens de demain comme nous les aurons dans les dialogues sociaux, mais en tout cas un certain nombre d'associations qui se sont formées aussi bien côté chauffeur que côté livreur. Et lorsqu'il y a des évolutions de grilles tarifaires, nous en discutons avec eux et nous échangeons sur ces sujets, ce qui a pu donner lieu à des modulations de grilles tarifaires dans certaines villes. Et le dernier point, c'est pour vous donner un exemple assez concret de ce que peut donner le salariat lorsqu'on l'applique au monde des plateformes. Nous avons, dans le canton de Genève, en Suisse, été condamnés à ce que les livreurs soient salariés, non pas de la plateforme, mais soient salariés d'une société. Et donc, nous avons été obligés de n'utiliser sur la plateforme que des salariés de sociétés de gestion de flotte. Quelles ont été les conséquences immédiates ? 75% des livreurs qui utilisaient notre application à Genève n'ont plus eu accès à l'application puisqu'ils n'ont pas été recrutés par ces sociétés de gestion de flotte, et les 25% restants sont bien évidemment devenus salariés et ont continué à exercer leur activité avec les contraintes du salariat qu'ils ne souhaitaient pas. Donc, pour avoir un exemple concret de ce que ça peut nous donner, et peut-être Lorraine, je peux te permettre de continuer sur la formation. Oui, alors peut-être il y avait aussi un élément sur la question du management algorithmique et je pense que c'est un élément essentiel. Qu'est-ce que c'est le management algorithmique ? C'est quand un travailleur est monitoré dans son activité, quand sa performance est évaluée et quand ses interactions avec le système ne passent pas par un humain, ou encore quand il n'y a pas de transparence sur la façon dont fonctionne cet algorithmique. Alors je pense qu'il faut être assez honnête ici, peut-être qu'auparavant cette transparence n'existait pas, mais je voulais vous indiquer un certain nombre d'évolutions très concrètes qui a eu lieu ces dernières années. D'une part, la loi Le Maire, qui oblige les plateformes, mais pas que, à communiquer sur leur site internet de manière transparente le fonctionnement de leur algorithme. Et c'est le cas. Au-delà de ça, Uber a publié des articles pédagogiques à destination des travailleurs sur le fonctionnement de son algorithme. De quoi parle-t-on ici ? C'est notamment cet algorithme en fait, qui est le cœur de notre technologie, qui va distribuer des propositions de courses à des chauffeurs et des livreurs. Et donc, ici, nous avons expliqué concrètement quels étaient les critères pour que ces propositions soient faites. Sur la question, donc ça c'est sur la question de la transparence. Sur la question de l'interaction avec le système, nous avons amélioré ces éléments pour que chaque chauffeur, chaque livreur puisse parler à une personne chez nous quand il a des problèmes avec l'application ou des problèmes dans son activité. La question de l'évaluation, la question de cette fameuse notation, évidemment, c'est important pour nous puisqu'on a besoin de garantir une certaine qualité de service pour les clients finaux. Mais en aucun cas, je le répète, cette notation, elle intervient dans le choix, dans les critères de distribution d'une course. Et je veux rappeler aussi que finalement, est-ce que la question, ce n'est pas tant cette question de la technologie plutôt que de la question de la prévisibilité, la question de la transparence pour le chauffeur et pour le livreur sur les raisons qui peuvent amener à une désactivation ou à une suspension. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que les plateformes doivent travailler. Nous avons commencé, comme je disais, en révisant nos procédures pour qu'un chauffeur, un livreur soit notifié
plusieurs jours à l'avance, quand on voit qu'il y a un comportement, quand il y a des actions qui nous paraissent difficilement compatibles avec les engagements des deux parties dans notre contrat commercial, il y a une information de raison et aussi des informations sur les procédures de contradictoire, finalement. Et nous avons mis en place des revues des cas qui posent problème. Nous avons mis en place un comité d'appel au sein de l'activité de chauffeur VTC. Ce comité d'appel est constitué de pairs, donc de chauffeurs, qui vont être en mesure de réévaluer ou de revoir le cas d'un chauffeur qui aurait été désactivé et de donner leur avis sur ce dossier. Là encore, je dois aussi mentionner que la réglementation est passée par là, puisque vous avez un règlement européen qui a été mis en œuvre l'été dernier en France, qui s'appelle Platform to Business, et qui demande à ce que les plateformes, et donc pas que les plateformes d'intermédiation comme les nôtres, mais par exemple aussi Amazon, donnent les raisons exactes, par exemple du déréférencement ou de la désactivation d'un travailleur, et proposent aussi des procédures de médiation. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, sur cette question de prévisibilité et de transparence pour les travailleurs. Merci. Madame Chagny, peut-être sur l'aspect social et juridique en quelques mots, et après économique. On va continuer avec nos rapporteurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais effectivement reprendre le fil sur l'autonomie et l'indépendance. En lien avec la question posée par le rapporteur Gay. En fait, c'est un point que Mme Charpentier vient d'évoquer. Le mot-clé, c'est quand même le prix. La meilleure garantie pour un indépendant d'être indépendant, c'est d'être émancipé économiquement et donc d'être en capacité d'avoir un prix suffisant de sa prestation de service. Et ça, c'est un point qu'avait parfaitement saisi Jean-Yves Frouin dans le rapport et qu'on retrouve complètement dans le rapport. C'est-à-dire que ce n'est pas le statut et l'assimilation au salariat qui garantit le fait qu'on dégage un revenu décent de son activité. Un salarié, un indépendant qui est rattaché, ou en tout cas qui est affilié, donc qui est assimilé salarié, comme le proposait le rapport Frouin, à une coopérative d'activité d'emploi ou portage salarial, doit dégager ses revenus lui permettant de financer sa propre protection sociale. Et c'est pour ça que Jean-Yves Frouin, le rapport Frouin, avait poussé le raisonnement jusqu'au bout en disant mais en fait il faut aussi permettre d'avoir quelques dispositions impératives, et donc il avait prévu une rémunération minimum. Et dans le dialogue social, il prévoyait effectivement de négocier au-dessus de cette rémunération minimum. Donc c'était quand même considérer et admettre l'idée que ce n'est pas parce que vous êtes assimilé salarié, et donc vous avez un statut de salarié, que vous êtes en capacité de faire valoir suffisamment de rapports de force pour dégager des revenus d'activité suffisants. Et d'ailleurs, c'est là un des points de dissensus que nous, on a dans notre analyse des propositions du rapport Frouin, c'était qu'en gros, il y avait l'idée dans le rapport de dire, en quelque sorte, on va créer des rapports de force. On va donc, via la Fédération des coopératives d'activité d'emploi ou via le PEPS, pour le portage, créer une masse suffisante pour être en capacité de négocier et donc aussi d'amener un partage de la valeur, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, entre la plateforme, donc qui accepterait une baisse de la commission, peut-être le consommateur qui accepterait, pourquoi pas, effectivement, à partir du moment où on envisagerait la possibilité que le consommateur aussi accepte de payer un prix un petit peu plus élevé pour certaines prestations, et puis le travailleur qui doit effectivement bénéficier d'une rémunération minimum, et les frais de gestion du tiers sécurisateur. De fait, le rapport n'a pas été jusqu'au bout, mais ça amène réellement le fait qu'on est là dans un contexte où se pose la question du partage de la valeur pour qu'effectivement un travailleur puisse dégager des revenus d'activité suffisants, ce qui passe nécessairement par la case d'un prix décent. Ça m'amène à l'objet du financement de la protection sociale, et en particulier à un débat important dont on n'a pas fait état de manière très, je dirais, publique dans le contexte de la task force, qui est le fait qu'initialement faisait partie des objets de dialogue social tels que proposés dans le rapport Frouin, la protection sociale complémentaire. Or, il se trouve qu'en fait, les collectifs qu'on connaît bien
se sont battus pour que ce point-là... Les collectifs de travailleurs de plateforme. Et travailleurs de plateforme, pardon, oui, se sont battus pour... et donc, Mathias est très bien placé pour le savoir, pour retirer cette dimension-là des objets de dialogue. Et pourquoi l'ont-ils fait ? Non pas parce qu'ils renonçaient, parce que ils renoncent à une protection sociale et que c'est ça leur désir. Non. Ils l'ont fait parce qu'en fait, ils considèrent que pour eux, un indépendant, c'est quelqu'un qui est en capacité de financer sa propre protection sociale et donc de dégager un revenu d'activité qui lui permet de financer aussi sa protection. Ça n'exonère pas de penser qu'on a effectivement une discrimination au regard des allégements de cotisations sociales patronales entre un indépendant et un salarié pour un SMIC. C'est vrai que moi, j'entends parfaitement l'argument qui consiste à dire « moi, je suis indépendant, j'ai un niveau à peu près de brut au niveau du SMIC, moi, je ne bénéficie d'aucun allègement et toute ma protection, je dois la financer moi-même ». Et j'en terminerai par un dernier point. Attends, juste sur ce point, l'idée, c'était de ne pas ajouter à une dépendance économique, une dépendance sociale qui serait liée au fait que la protection sociale soit dépendante de la plateforme. Et j'en termine par un dernier point qui est l'annexe 4 du rapport de Jean-Yves Freund, donc de la page 123, qui donne un certain nombre de critères permettant de définir le travail indépendant. Il se trouve que le prix n'est pas dans ces critères-là. Et pour une raison simple, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant dans le rapport de Jean-Yves Freund, c'est qu'il est totalement cohérent. Mais qu'en fait, c'est une sorte de Mikado dans lequel, quand vous enlevez un élément du Mikado, il y a beaucoup d'autres dimensions du puzzle qui sont affectées. Or, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? C'est parce que la question de la rémunération et donc du socle minimum de rémunération, elle est fixée ailleurs par des dispositions impératives dans le rapport. Et donc, si on n'a pas en tête le fait que la définition qui est proposée dans le rapport, dans l'annexe 4, est complètement corrélée et imbriquée dans toutes les autres propositions, et y compris dans le fait de mettre en place des dispositifs permettant aux travailleurs de dégager des revenus décents, on passe à côté de ce qui est dans ce que l'annexe 4 propose comme la définition d'un travailleur du travail indépendant. Merci, Madame Chagny. Alors, on va faire un point d'étape. Il reste deux rapporteurs. Je vais passer la parole tout de suite à Michel Canevet. Des réponses rapides de nos intervenants. Et puis ensuite, Jean-Luc Fichet pour la Commission des Affaires sociales. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos intervenants. Je vais faire très court dans ce cas. On est dans un secteur dont on a la chance de considérer qu'il est innovant. Et l'innovation est intéressante parce qu'elle suscite beaucoup d'interrogations. Alors on voit bien qu'ici, plusieurs problèmes se posent. Pour nous, législateurs, il y a bien sûr la question du droit de la concurrence qui doit être regardée parce qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que les situations deviennent inéquitables. Donc il est important que l'on regarde ce sujet-là. Et puis le droit du travail, cela a été largement évoqué tout à l'heure, parce qu'on a aussi le souci de la protection sociale de l'ensemble de nos concitoyens. Donc c'est quelque chose d'important. Puis il y a d'autres sujets qui reviennent. Et je voulais demander à Mme Chagny, notamment sur les questions de management algorithmique dont elle a parlé tout à l'heure. Quels étaient les impératifs qu'elle voyait à prendre en compte effectivement. Et puis pour Hubert, je voulais demander si les deux activités de mobilité, donc d'une part les VTC et d'autre part l'activité de course, si pour eux c'est vraiment le même type d'activité, parce que on comprend que pour les VTC l'activité d'indépendance soit plutôt privilégiée. D'ailleurs, les taxis fonctionnent de façon indépendante, hein, ce sont les principaux concurrents. Par contre, pour ce qui concerne la livraison de repas, on l'a dit tout à l'heure, ça a été dit, hein, M. Dufour l'a évoqué largement aussi, il y a une relation quand même, ce sont des services, l'intermédiation et l'accessoire, ce sont surtout des services de transport de marchandises totalement, où finalement le travailleur n'a peu de choix, même si certains opérateurs comme Uber ont mis en place différents dispositifs, mais il y a quand même un lien de subordination qui est extrêmement fort. Et certains opérateurs comme Just Eat France, par exemple, salarient, donc ça veut dire que c'est possible de le faire. Alors je vais demander à Uber pourquoi, s'il n'y a pas une différence pour eux entre les deux types d'activités qu'ils réalisent.
Merci. Donc on va dans l'ordre des questions de notre rapporteur. Madame Chagny, peut-être, avec Monsieur Dufour, bien sûr. Allez-y. Alors, sur la question du management algorithmique, le propos que je portais tout à l'heure était aussi de dire qu'il y a, c'est quelque chose qu'il faut comprendre comme allant bien au-delà des seuls travailleurs de plateforme. Et donc la réflexion que nous on porte, c'est l'idée de dire qu'en gros, il faut un petit peu aussi démystifier l'idée de l'algorithme patron, et qu'il faut aussi apporter des réponses à tous les acteurs. Et qu'en fait, en gros, il s'agit aux acteurs aussi bien des travailleurs de plateforme que des acteurs en entreprise. Donc, c'était ça le sens de mon intervention. Donc, je vais un tout petit peu développer là-dessus. Et en fait, et en plus, en gros, déjà d'identifier, mais comme Lorraine Guardiola l'a tout à fait précisé, de quoi on parle, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a souvent un petit peu une difficulté à définir exactement ce qu'on entend par un algorithme, qui est un mot très, très général. Et de fait, la planification des personnes en fonction des besoins, l'évaluation par notation, ça date des années 90, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on porte, c'est l'idée de dire qu'il faut en fait qu'en gros, il y a une contrôle de l'outil qui s'entend des deux côtés, du côté de celui qui en passe commande et comme du côté de celui qui va y être assujetti. Du côté de l'exécutant, ce qu'on porte, c'est l'idée de dire qu'en gros, il faut donner aux travailleurs les moyens de comprendre les algorithmes et d'agir en connaissance de cause, et qu'effectivement, il faut bien qu'on fasse en sorte que les droits qui sont garantis par le RGPD et Platform to Business qui a été évoqué ne restent pas purement théoriques, et qu'il faut donc en garantir et renforcer l'accessibilité pour les travailleurs. Donc, en gros, c'est aller vers davantage de transparence, de lisibilité et d'évolution, de capacité dans le dialogue social, ce qui est exactement une proposition du rapport Froin et qui a été repris dans le cadre de la task force, de mettre au cœur du dialogue social la transparence, la lisibilité et l'évolution des algorithmes. Et alors, juste un point quand même à rappeler, c'est qu'en fait, en gros, à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier que les représentants du personnel ont un droit de consultation prévu dans les situations d'introduction de nouvelles technologies. C'est un point qu'on a un petit peu tendance à mettre de côté. Mais par contre, et c'est ça qui est très intéressant quand on regarde ce qui se passe et les réflexions qui se mènent à l'échelle internationale dans le monde syndical, on va dire, c'est qu'en fait, on se rend compte que les représentants du personnel sont très rarement consultés sur ces sujets et que par ailleurs, ils mobilisent très rarement la possibilité d'être consultés sur le sujet par eux-mêmes. Donc, il y a y compris un élément d'appropriation par les représentants du personnel de ce sujet. Et donc, s'agissant des travailleurs de plateforme, effectivement, le rapport Froin proposait un certain nombre de propositions. Et nous, notre réflexion, elle est aussi de dire qu'il faut accompagner, donc là je viens dans le monde de l'entreprise, il faut aussi accompagner les managers et les directions, y compris tout simplement pour permettre aux acteurs en entreprise d'exercer un contrôle des algorithmes qu'ils utilisent, ce qui n'est pas du tout assuré, et qu'il faut aussi gérer et accompagner la redéfinition des processus de prise de décision au sein de l'entreprise, notamment aussi parce qu'on a là un risque avéré de désincarnation de la responsabilité des managers, et qu'en fait, il y a vraiment un gros sujet et enjeu d'accompagnement des acteurs. Et l'accompagnement des acteurs, pour le coup, il avait été clairement identifié par la PPL déposée par le groupe CRCE sur le recours à l'expert, puisqu'il y avait effectivement l'idée d'aller chercher l'expertise. Mais ce sujet est absolument essentiel. Merci. Alors, avant de vous passer la parole, je vais demander à M. Fichet de poser ses questions parce qu'il y a un impératif également de déplacement. Voilà, merci, Monsieur le Président. Effectivement, je dois vous quitter à 11h parce que j'ai un train aussitôt après. Et donc, d'abord, merci de votre invitation pour réfléchir sur un sujet qui, à mon avis, est tout à fait à ses débuts. Je crois qu'on aura vraiment à travailler au fond sur ces questions, puisqu'on est sur de nouvelles pratiques, on est sur des nouvelles formes de travail. C'est-à-dire que la notion de plateforme, elle échappe au grand nombre de nos citoyens aujourd'hui, et pourtant on voit bien comment elles deviennent de plus en plus présentes et comment elles vont réinterroger au fond notre législation, notre rapport au travail et tous les statuts de travailleurs et d'indépendants, autonomes, etc.
moi je pense qu'il y a quand même une chose qu'il ne faut pas négliger dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'un des arguments qui est tenu par Hubert et qu'il faut entendre, c'est de dire mais il y a 75% des travailleurs qui ne souhaitent pas, enfin des indépendants qui ne souhaitent pas devenir salariés. C'est-à-dire que le statut leur suffit. Et je pense que ça nécessite quand même d'être creusé au fond, cette question sur notre capacité à répondre s'ils veulent être salariés ou indépendants, compte tenu de la situation de grande précarité dans laquelle ils sont tous. C'est-à-dire que ce sont des étudiants, ce sont des gens qui n'ont pas de formation, et que la durée aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, d'un contrat n'excède pas 1 an. Elle n'excède pas 1 an parce que quand on crée la situation d'auto-entrepreneur, enfin l'auto-entreprise, on bénéficie de l'ACRE, de l'aide, vous savez, aux nouvelles entreprises, et qui se dilue sur 3 années, mais la première année est importante, et donc du coup elle crée un revenu qui est intéressant. La deuxième année, c'est moins intéressant. La troisième année, ça ne l'est plus du tout. Et donc, on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de contrat qui n'excède 1 an. Donc, là aussi, à mon avis, il y a quand même une question sur le niveau de rémunération, sur le statut et sur la manière dont ça va fonctionner pour essayer d'organiser une visibilité de l'emploi, une visibilité dans la durée. Et puis comment on va sortir un petit peu de ce jeu subtil parce que la plateforme d'intermédiation, c'est-à-dire que on est dans quelque chose c'est de la dentelle sur la matière juridique, c'est-à-dire que chacun sait précisément quel mot il utilise, c'est-à-dire que on fait de l'information, on fait de la rencontre, mais on n'a aucune structure de représentativité qui est véritablement existante, on n'a pas de partenaire, il n'y a pas de... et ça ne peut durer qu'un temps. Ça ne va pas, à mon avis, ça ne peut pas se poursuivre dans l'esprit où c'est aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un grand souci, c'est la protection des indépendants, des livreurs partenaires, parce qu'il faut aussi différencier ce qui est du VTC, des chauffeurs, qui aujourd'hui ont déjà beaucoup évolué dans leur statut. C'est-à-dire que les chauffeurs sont indépendants, mais ils ont des véhicules qui doivent être normés, ils ont une licence, ils ont une formation, ils ont une visibilité de travail qui n'est pas encore celle des livreurs partenaires. Donc il faut bien les différencier et regarder un peu comment, plus spécifiquement auprès des livreurs partenaires, on va pouvoir travailler à ce qu'ils aient un vrai statut, une vraie visibilité en termes d'emploi, et puis un niveau de rémunération qui soit correct. Alors il y a et ça, à mon avis, c'est quand même le point un peu central de l'affaire, c'est qu'il y a un nouveau, alors je ne sais pas si on va appeler ça un partenaire, mais qui est totalement non identifiable, c'est l'algorithme. C'est que c'est magique, l'algorithme. C'est-à-dire que ça donne une masse d'informations, ça évolue quasiment, ça génère ses propres critères, ses propres évolutions. Et on ne sait pas si cet algorithme-là, qui le commande réellement, quel impact il va avoir à un moment donné dans la durée. Est-ce que ça génère de la subordination, pas de subordination? Est-ce que voilà. Donc c'est un petit peu toutes ces questions que je me pose, mais je crois quand même qu'il faut. Je ne sais pas si ça a été fait, mais je crois que si. C'est regarder quand même de qui on parle. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui sont dans une grande précarité et leur capacité à répondre objectivement aux questions qui leur sont posées, je ne suis pas sûr qu'elles soient vraiment objectives parce qu'ils sont extrêmement dépendants de ce travail-là pour une durée courte, mais c'est très important pour eux parce que c'est de la question alimentaire, presque de la survie, quoi. Merci. Bien. Alors donc, sur le plan pratique du fonctionnement... Et les échanges, allez-y, Madame Charpentier. Oui, pour distinguer, en effet, je pense que c'est important de le faire, les deux activités, mais aussi pour noter qu'en réalité, j'ai l'impression qu'on s'accorde tous à dire qu'il y a une vraie différence entre le chauffeur VTC et le livreur. Pourtant, la jurisprudence a requalifié un chauffeur, en tout cas pour ce qui nous concerne, et n'a pas, à l'inverse, requalifié de livreur utilisant l'application Uber Eats. Et vous l'indiquez, monsieur, mais la jurisprudence ne confirme pas qu'il existe un lien
de subordination avec notre plateforme, mais aussi avec d'autres. Il y a un récent arrêt de la Cour d'appel de Paris sur Deliveroo. Et votre comparaison avec Just Eat mérite de s'attarder en effet sur un point, c'est que lorsqu'on parle des plateformes, il faut systématiquement vérifier les conditions réelles dans lesquelles les livreurs ou les chauffeurs vont exercer leur activité. Et le modèle de chaque plateforme est très différent. Vous avez des plateformes qui imposent des shifts, donc vraiment des préinscriptions sur des créneaux horaires avec donc une organisation et potentiellement une perte d'accès à d'autres créneaux horaires si vous n'avez pas honoré le créneau sur lequel vous étiez inscrit, etc. Il est évident que lorsqu'on est dans une organisation et un contrôle comme celui-ci, on se rapproche très fortement du salariat. Pour Uber Eats et Uber, on n'est absolument pas dans ces logiques-là. Et donc, notre modèle est très différent de celui de Just Eat, puisque nous, ce que nous continuons à vouloir offrir aux chauffeurs et aux livreurs, c'est cette flexibilité totale, c'est-à-dire que sans nous informer et après chaque course, le livreur et le chauffeur peuvent soit jongler avec une autre application, avec leur clientèle personnelle, ou tout simplement décider de ne plus utiliser nos applications pendant des semaines, voire des mois, et puis la retrouver lorsqu'ils en auront besoin. Un autre point sur les livreurs, nous n'avons jamais caché le fait que la livraison à domicile, contrairement au monde du VTC, n'est pas une activité qui, structurellement, peut être une activité réalisée à temps plein. Pourquoi ? Parce que de fait, elle est saisonnière et pendulaire. Saisonnière parce que, alors je mets entre parenthèses la période Covid, mais saisonnière parce que tout simplement on commande moins à domicile en été qu'en hiver, et pendulaire parce que vous avez en France la culture du déjeuner et du dîner, et donc l'activité s'organise véritablement à ces moments-là. Et c'est pour ça qu'elle s'adresse aussi à des personnes qui veulent en faire une utilisation temporaire exclusivement. Et donc, c'est justement parce que nous avons ces profils différents, ces conditions d'activité différentes, qui semble indispensable d'avoir une clarté sur ce qu'est et n'est pas un indépendant. Et tant qu'on n'aura pas tranché un peu plus précisément que le fait la jurisprudence, le lien de subordination, on demeurera, présomption de salariat ou pas, dans cette incertitude juridique. Et je faisais référence à la décision Yodel précédemment, non pas pour indiquer qu'elle avait requalifié et confirmé l'indépendance, mais pour l'utiliser comme une référence dans les critères et la frontière indépendant-salarié. Et elle nous en donne 3 qui sont particulièrement intéressants. Le premier, c'est la possibilité de refuser les missions qu'on vous propose ou d'en fixer un seuil minimum. Le deuxième, c'est d'avoir une totale organisation dans ses horaires de travail. Et le troisième, c'est d'avoir la capacité à travailler pour des tiers, voire des tiers concurrents à une plateforme où l'employeur allégué, parce que lorsqu'on a ces 3 critères, on ne parle pas de l'autonomie du travailleur salarié, cadre dirigeant ou cadre au forfait jour. Ce n'est pas du tout de cette autonomie-là dont on parle, puisque cette autonomie, dans tous les cas, en sous-jacent, on a une obligation de rendre compte. Là, justement, dans les critères tels qu'ils sont définis au niveau européen dans la décision Yodel, c'est véritablement une première frontière qu'on pourrait utiliser à nouveau pour permettre de classer peut-être certains modèles de plateforme dans des cases et dans d'autres. Merci. Alors, il nous reste 10 minutes. Donc, je vais donner la parole à Madame Gomez, si elle est toujours en ligne pour cet aspect social et d'indépendance. Et puis ensuite, Monsieur Dufour qui me l'a demandé. Et quelques mots peut-être de Monsieur Jacquin, qui est donc l'auteur de la proposition de loi, en conclusion ultime de nos échanges. Donc, Madame Gomez, allez-y. Oui, peut-être une précision sur la façon dont les juges opèrent les réqualifications. Les juges s'intéressent, en droit français et désormais d'ailleurs aussi de plus en plus en droit britannique, s'intéressent aux conditions réelles d'exécution de l'activité.
Donc, en dépit de ce que dit le contrat, en dépit, par exemple, des possibilités qui peuvent être laissées aux livreurs d'avoir plusieurs employeurs, d'organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent, etc. Même si ces possibilités sont formalisées, ce qui va intéresser le juge, c'est comment, en réalité, la pratique se déroule. Est-ce qu'en réalité, ces personnes ont une véritable capacité de choisir leur organisation du travail, la façon dont ils veulent fonctionner, etc. Il s'avère qu'en pratique, et c'est le cas de la majorité des travailleurs des plateformes, il y a peu de travailleurs qui vont d'une plateforme à l'autre, que ce sont des professions, en tout cas pour les chauffeurs et les livreurs, qui se professionnalisent de plus en plus et où les heures de travail sont extrêmement élevées. Et elles sont élevées notamment parce que les rémunérations sont si faibles que les personnes sont obligées de beaucoup travailler pour pouvoir avoir un minimum de rémunération. Et ce n'est pas l'objet ici tout de suite, mais la dégradation des conditions de travail qu'on a observée sur les plateformes, elles ont eu pour conséquence une extrême paupérisation, je le disais tout à l'heure, des travailleurs qui travaillent pour elles, ce qui fait que, évidemment, plus on est précaire et plus on accepte de travailler à des conditions extrêmement difficiles et plus on doit multiplier les heures pour des revenus extrêmement faibles. Donc, évidemment, il y a toujours eu, c'est pas que pour les plateformes, des divergences parfois entre les juges du fond. La Cour de cassation, je le rappelle, est là pour dire le droit. Elle a dit le droit et en ce sens-là, il n'y a pas la moindre ambiguïté juridiquement sur la qualification de ces travailleurs. Il s'agit d'un choix politique. Est-ce qu'on veut maintenir les travailleurs dans ce statut salarial ou alors est-ce qu'on veut légitimer la volonté des plateformes de faire plier les normes des États à leur stratégie managériale? C'est un choix, c'est le choix qui se pose, mais en tout cas juridiquement il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, que ce soit en France comme au Royaume-Uni par ailleurs désormais. Sur l'algorithme, juste une petite précision, l'algorithme ce n'est pas autre chose que la traduction en langage informatique de pouvoir patronal, en l'occurrence pour l'organisation du travail. L'algorithme est pensé, construit par quelqu'un. Et donc, quand il sert à organiser une activité, c'est effectivement la traduction de directives, de contrôles, de sanctions qui vont être du coup automatisées en langage informatique. Donc, évidemment, on peut craindre qu'il n'y ait pas de contrôle sur ces algorithmes, mais évidemment que les plateformes, au contraire, elles ont, et toutes les entreprises, parce que Odile Chénier le disait tout à l'heure, il n'y a pas que les plateformes qui utilisent des algorithmes pour encadrer les activités des travailleurs. À partir du moment où on va utiliser l'algorithme, on a tout intérêt à avoir le contrôle de ces algorithmes pour savoir exactement comment s'organise le travail. Donc, il n'y a pas le contrôle se réalise sur la façon dont on va organiser le travail informatiquement parlant. Donc, il y a très peu en réalité de risque de perte de contrôle en réalité, puisque c'est le nerf de la guerre pour les plateformes et pour toutes les entreprises, garder justement le contrôle de son activité. Donc, évidemment, tout ça est extrêmement limité. Et à ce titre, j'aimerais rappeler, Odile Chénier l'a dit, dès lors qu'il y a une introduction technologique dans une entreprise, les représentants du personnel ont une compétence pour justement avoir donné leur avis, être informés, voire consultés sur ces introductions-là. Mais de manière plus générale, on pourrait imaginer qu'à partir du moment où des algorithmes peuvent être utiles, nécessaires à l'organisation de l'entreprise, ces algorithmes seraient de la compétence du CSE. Et donc, s'ils sont la compétence du CSE, on voit encore plus l'intérêt qu'il y aurait à reconnaître la qualité de salarié au travers des plateformes, puisque toutes les questions que l'on se pose actuellement, la protection sociale, l'organisation collective, les mandats aussi syndicaux pour organiser ce dialogue et avoir des représentants du personnel avec qui discuter, la transparence des algorithmes, et bien, tout ça est résolu par le statut salarial. Le CSE, notamment, est une réponse pour réfléchir à la transparence des algorithmes, savoir comment fonctionnent ces algorithmes et comment ils ont une influence sur l'organisation du travail, sur les rémunérations, etc. Et en plus, on sait que les représentants du personnel, dans le cas du CSE, peuvent aussi avoir des obligations de confidentialité quand les algorithmes peuvent effectivement relever de l'ordre du secret professionnel, etc. Donc, tout est déjà très bien organisé et je pense que ce qui serait intéressant, c'est justement de regarder ce qui est existant et
d'adapter éventuellement à la pratique, mais d'éviter peut-être de reconstruire du droit du travail et du droit social de manière générale, sans avoir à côté les droits opposables qui vont permettre l'efficacité et la sécurité de cette législation. Et peut-être une dernière chose, les plateformes, comme toute entreprise, elles pensent, elles développent, elles organisent une activité, et je pense qu'à ce titre, il serait normal qu'il y ait aussi des droits qui leur soient opposables, c'est-à-dire qu'elles soient responsables, elles tirent profit d'une activité, elles doivent être responsables aussi de cette activité-là, et donc participer, contribuer dans le cas des cotisations sociales, etc., mais contribuer justement à être responsabilisées, à ce que leur soit imputable, pour le coup, certaines responsabilités juridiques. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Dufour. Oui, je voulais réagir par rapport au débat sur les travailleurs des plateformes veulent être indépendants ou ne veulent pas être salariés. Moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise parce qu'on parle en leur nom. Alors certes, il y a des sondages, etc. Mais j'ai envie de dire chiche. Si on pense qu'ils ne veulent pas être salariés, donnons-leur la possibilité, puis on verra bien ce qu'ils choisissent. Et ça peut être quelque chose de très concret, de dire sur les plateformes, vous avez le choix, soit vous êtes indépendant, soit vous êtes salarié. Et on laisse les gens choisir, et puis on verra bien. Voilà. Et ça peut permettre de sortir des débats entre la requalification versus le statu quo. On a les deux qui sont ouverts. Au lieu de les opposer, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Et on verra bien ce qui se passe. Voilà.